Et c'est parti pour le live. On est en direct pour la partie 2 de Cobra Kai. Ouais, la série Netflix, enfin, qui était à la base sur YouTube original, comme on l'avait dit dans la partie 1. Et donc, c'est pour parler de nos impressions de la série, etc. Ce qu'on en a pensé. Est-ce que vous avez aimé la série, du coup? Parce que là, on va parler de toutes les saisons maintenant. Il n'y a plus de filtre. Donc, on a parlé de la saison 1 et 2 dans la partie 1. Et maintenant, c'est la saison 2 et 3 qui sont actuellement sur Netflix. Qu'en avez-vous pensé? De quoi voulez-vous parler? Euh, je ne sais pas, Maurice, tu as d'abord quelque chose à dire ou bien commençons par Maurice. Ouais, parce qu'on t'a pas entendu. Non, non. Ok. Ok. Bon, Charles, vas-y. Si tu... Sûr. Non, ce que tu as pensé de Cobra Kai et ce que tu en penses, quoi. En général, Mhm. je trouve que c'est une très bonne série. C'est un vent de fraîcheur. C'est un vent de fraîcheur. Charles, on n'est pas des bobos parisiens. Tu peux parler sans avoir recours à des formules. Tu vas pas nous la faire. Parle normalement, Non, s'il te plaît. je trouve que c'est très bien et que c'est dans le paysage des séries actuelles, en fait, c'est un renouveau parce que je t'avoue que depuis quelques années, les séries, c'est un peu la même chose. Et aussi, le bon côté de la série, c'est qu'il a ramené, il a donné il fait justice aux acteurs qui ont joué dans Karate Kid parce que les acteurs qui ont joué dans Karate Kid, ils ont pas eu des succès, des carrières de ouf après, hein, il me semble. Je ne pense pas. C'est un peu comme, je vais faire une comparaison un peu conne, mais je pense que vous comprendrez. C'est un peu un effet Mr. Robot avec Christian Slater. Tu vois ce que je veux dire? Je vois un peu. C'est-à-dire que... Est-ce que je peux te couper par rapport à ça? Vas-y. Tu sais, c'est pas parce que tu n'as pas le succès mainstream que tu as eu pendant les années 80 que tu ne peux pas avoir un succès forcément alternatif dans le monde cinématographique américain, hollywoodien, en termes de séries. Bah, Ralph Macchio et tout, même si tout le monde, le grand public le connaît par rapport à Karate Kid et peut-être les plus cinéphiles par rapport à Outsiders, ces genres de films-là, qui est vraiment le film qu'il a révélé d'ailleurs. Je vous le conseille de le regarder, il est génial d'ailleurs celui-là. Ce type d'acteurs-là commencent ont du succès généralement, par exemple, aux films de télévision qui sortent seulement pour la télévision. Ouais. Parce qu'il y a un format, pour comment on appelle ça, les films juste pour des télés qui sont uniquement pour du pas. Tu dis? Les téléfilms. Téléfilms. Oui, les téléfilms. Voilà, c'est ça. Les téléfilms. Uniquement pour ces formats-là. Et souvent, la plupart de ce genre d'acteurs-là arrivent à trouver un créneau où ils arrivent à devenir des acteurs de téléfilms récurrents. Et ils arrivent à avoir quand même aussi du succès. Je sais, par exemple, que le gars qui joue Terry Silver, là, je connais plus son nom d'acteur, là, est un acteur qui a été très populaire dans les séries, dans les téléfilms américains. Martin Kove, je sais pas trop, parce que lui, je sais pas s'il était même acteur à la base ou il était pratiquant d'arts martiaux et tout, parce que c'est aussi un vrai pratiquant d'arts martiaux. Et William Zvanka, là, celui qui joue Johnny Lawrence, il a fait énormément de courts-métrages. Il a même eu un de ses courts-métrages qui a été, je crois, qui a gagné ou qui a été nominé aux Oscars. Il est même derrière la caméra. Il est même derrière la caméra, William Zvanka. Il a fait 2 ou 3 courts-métrages qui ont eu relativement des succès comment on appelle ça, des succès d'estime. J'ai oublié le nom, dans ce que j'ai lu, un peu de lui. Et ils ont ils arrivent quand même à pratiquer leur métier, même s'ils n'ont pas eu le succès foudroyant qu'ils ont eu dans leur jeunesse avec le karaté. Ouais, non, mais
Justement, j'allais te donner l'exemple de Mark Hamill. Par exemple, Mark Hamill, après Star Wars, il a eu quand même un succès avec la voix de Joker et les téléfilms qu'il a fait, justement, comme tu disais. Parce que souvent, ces genres de mecs-là se reconvertissent dans les téléfilms, les voix d'acteurs, ce genre de trucs-là. Et ils jouent aussi comment on appelle un peu ça, du merchandising, un peu des films qu'ils ont, par exemple Karate Kid, comment on appelle ça, les conventions là. Les conventions. Les conventions. Les Comic-Con. Les Comic-Con et tout, et c'est ça aussi qui ça marche, quoi. Donc, en gros, c'est ça que je voulais dire, quoi. Yes. Non, ouais. C'est après. Excuse-moi, Excuse-moi, Non, mais justement, en fait, le truc, c'est que la jeune génération aussi, qui connaît pas forcément, qui n'ont pas grandi avec Karate Kid, justement, ça leur permet de connaître ces acteurs-là et de chercher, de regarder Karate Kid aussi. Oui, pour les plus curieux. Voilà, c'est ça. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trésors cachés qui sont. Même si, bon, Karate Kid, tu le revois, je suis désolé, mais ça a mal vieilli, hein. Non, ça a très mal vieilli. Tu regardes, tu lèves les yeux, quoi. Le pire, c'est que je me rappelle, on regardait avec Aina, il y a un épisode dans la saison 3, là. Ils mettent des flashbacks de quand ils sont au Japon. Man, tu sais que c'est tourné en studio, tellement c'est moche. Ouais, c'était laid, c'était cringe. Et ça passe en tant que flashback, mais tu te dis, mais merde, ne me dites pas que ces flashbacks-là, c'est réellement un vrai film, parce que ça passe, c'est corny, non, mais en flashback, ça passe, mais pas en film, les gars, c'est du wishful thinking total, ça marche pas comme ça, c'est même pas le vrai Japon, mais du coup, est-ce que vous voulez résumer un peu la saison 3 et 4, ou est-ce que vous avez un sujet en particulier que vous voulez aborder? Non, Qu'est-ce que vous avez aimé? La saison 3 et 4 se complètent, hein. Ouais, c'est clair qu'elle se complète. Quand même, pour une série pour des adolescents, on dit toujours, est-ce qu'ils vont pas atteindre la saison 2? On t'entend pas, Maurice. Ouais, on t'entend pas. Alors, je trouve qu'une série pour adolescents, on se dit, en fait, ils vont atteindre la saison 3 et pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Hein? Éloigne-toi du micro, Maurice. Je pense que t'es trop près du micro. Vous m'entendez là? Ouais, c'est mieux. Yeah. Ouais, je disais pour une saison 3 et 4, pour une série pour adolescents, on se dit à quel moment ils vont atteindre la saison 3 et pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Donc, je pense quand même que les créateurs ont quand même un plan en tête, genre pour la série, genre à quel moment ils doivent arrêter. Oui, je pense qu'ils ont un plan. J'avais lu quelque part, c'est à confirmer, mais qu'ils avaient déjà écrit la série pour la saison 5 et 6. Normalement, de ce que j'avais vu, ça doit se terminer à la 6. La 5 est déjà tournée, et là, le trailer va bientôt sortir. Et la 6 est déjà écrite, et elle va bientôt être tournée. Mais après, vu le succès de la série, il y a moi je serais pas contre pour que ça continue, hein, parce que c'est vrai que pour une série pour adolescents, ça s'essouffle pas vraiment. Les thèmes restent intéressants. Les personnages restent intéressants. Tout le monde a un développement. Même les personnages qu'on pense qui n'apparaissent plus, qui disparaissent, qu'on voit plus pendant un moment, réapparaissent quand c'est à leur tour de réapparaître, quand ils ont des choses à raconter. Par exemple, le gros là avec la barbe rousse qu'on voit dans la saison 2, qui disparaît dans la 3 mais qui réapparaît dans la 4. Il y a aussi la meilleure amie de Samantha qui fait une brève apparition pour donner des conseils à Samantha. Donc la série sait où elle veut aller. Mais ouais, on espère que ça va durer, c'est clair. Mais ouais. Moi je pense que tant que les créateurs sont toujours dans la bonne ligne directrice de la vision de base qu'ils ont, ils peuvent toujours, ça peut devenir un soap opéra. Ça peut devenir un soap opéra où tu vois un peu les anciens s'écartent, on laisse les nouveaux acteurs et tout, parce que tu peux toujours écrire une histoire, développer une histoire et des thématiques intéressantes à travers de ça. Hein. Je pense que Cobra Kai a le potentiel pour durer 10 saisons. Tu crois?
Oui, parce que tu peux toujours faire vieillir ces personnages-là. Tu peux les amener. Ouais, non, je pense pas que ce sera un peu trop. Ça doit se terminer avec. Ça a commencé avec. Comment il s'appelle, Miguel. Ça doit terminer avec lui. Aussi longue. Peut-être Doctor Who. Miguel et truc. Série de 10 saisons qui reste intéressante. À part Doctor Who, je vois pas. Doctor Who, ça c'est un autre sujet. Déjà, qu'est-ce que tu veux dire par un soap opéra, Gigi, pour ceux qui ne connaissent pas, comment tu définis un soap opéra? Le soap opéra, en fait, c'est, vous voyez des jours et des vies et comment ça s'appelle? L'effet de l'amour et tout ça. L'effet de l'amour et tout, qui ont plus de 40 saisons. Justement, ça a plus de 40 saisons parce qu'on a su créer c'est des sagas généralement familiales. Et les personnages meurent. Et les il meurt parce que l'acteur est mort aussi, hein, c'est surtout ça. Ouais, je vois un peu. Et ça se renouvelle tout le temps. Pourquoi? Parce que les intrigues sont toujours des intrigues un peu familiales, des intrigues un peu... Par exemple, Top Model, c'est ça en fait. Okay. Et ce qui fait que tu peux faire vieillir les personnages. Cobra Kai a un peu cette tonalité-là aussi, un peu. Parce que tu peux continuer la saga là avec juste les gamins là, même quand ils sont adultes. Ouais, mais tu penses pas que ça tournerait un peu en rond en fait finalement? Ça tournerait pas en rond si on arrive à développer des thématiques différentes. Parce que vous voyez seulement le prisme à est-ce que le Miyagi-Do. Après on peut amener encore plus loin encore. Moi je suis du côté de Gigi. On peut amener plus loin encore. On peut pas s'arrêter seulement à la vallée. On peut rentrer dans leur vie respective même. Leur vie respective parce qu'ils vont. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Toute idée est bonne, mais après c'est comment ça serait développé en fait. C'est surtout ça. Oui, ça dépend de l'exécution. Ça dépend de l'exécution, mais je dis on peut faire un soap opéra avec ça parce que rien quand j'ai vu le truc avec le personnage de Kenny et le fils, on va aborder ça après, mais avec le fils de Daniel, j'ai dit mais tu peux aborder énormément de trucs à partir de là. Oui. Tu peux apporter tu peux apporter des trucs à mettre, tu peux faire vieillir ces personnages là. Oui. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord. À partir de ce que j'ai vu juste à la fin de la saison 4, j'ai dit mais tu peux déjà vieillir là. Tu peux encore développer énormément de trucs avec ça. Ça me poserait pas de problème qui continue. Oui. Maintenant la conséquence qui est claire, c'est que les saisons ne se vaudront pas. Il y aura des saisons moins intéressantes que d'autres, des saisons plus intéressantes que d'autres. Il y aura des instants de vie des personnages qu'on va te montrer, sûrement ça va t'ennuyer. Par exemple, c'est un peu ce qui se passe dans la saison 2. C'est une saison un peu ennuyeuse, mais quand même, c'est intéressant de voir le parcours un peu des personnages, même les parties un peu tranche de vie, slice of life des personnages. C'est intéressant de voir ces parties-là ennuyeuses, même entre les parties d'action, entre guillemets, les parties plus rythmées. Moi, je pense que au-delà même du karaté, au-delà de tous ces thèmes, comme l'a dit Gigi, c'est intéressant quand même de voir comment ces personnages grandissent et évoluent, même dans les moments chiants, les moments lents et les moments... parce que c'est quand même une série pour adolescents, et la vie d'un adolescent, c'est rythmé, il y a de l'action, il y a des trucs et tout, mais il y a aussi tout ce qui est... C'est pour ça que je dis soap opéra, parce que justement, le soap opéra montre justement souvent le quotidien, comme ça. Oui. Tu vois, c'est pour ça que je dis aspect soap opéra un peu, parce que ça a parfois un aspect soap opéra, hein, franchement. Oui, Cobra Kai. Parfois. Mais bon, ce n'est que mon point de vue extérieur. Je dis pas que c'est forcément le cas. Moi, je suis pour, mais je dis qu'il y aura des sacrifices. Le sacrifice, c'est qu'il y aura des saisons qui vont beaucoup ennuyer les gens, des épisodes qui vont beaucoup ennuyer les gens. Mais moi, en tout cas, personnellement, après, peut-être je suis biaisé, mais je serais prêt à suivre Cobra Kai si ça continue sur 10 saisons. Hein. Même s'il y a des saisons où il y a même un seul combat ou 2 combats, moi, c'est vraiment la philosophie qui m'intéresse plus un peu que l'action en lui-même, quoi. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup... Après, pour revenir sur la série en elle-même, ouais. Je voulais dire, Charles, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis d'accord avec vous. Ah, d'accord.
Ok. Mais du coup, après, pour essayer un peu d'orienter le podcast, on peut essayer de parler. Bon, on parle d'un personnage, ce qu'il a accompli pendant la saison 3 et 4. Est-ce que vous On pensez fait pas de ce qu'ils ont fait? Vas-y, vas-y, tu voulais dire quoi, on a Maurice? déjà un résumé de la saison 3. Vous voulez faire un résumé de la saison Ouais, 3? allez-y. Voilà, la saison 3, c'est Miguel qui est à l'hôpital parce que il a fait une chute mortelle après son combat contre Robbie. Une chute grave, mais pas mortelle, du coup. Potentiellement mortelle, on va dire. Ouais. Oui, vas-y, continue. Et Chris a pris le contrôle du dojo Cobra Kai. Yep. Palpatine après le contrôle de l'Empire. Ouais, et du coup... Et comment il s'appelle William Zeka. Johnny Lawrence. Johnny Comment tu Lawrence. peux oublier le nom de la légende. Connais son vrai nom. Johnny Lawrence. S'allie avec Daniel. C'est dans la saison 3 que ça Non, arrive, ça, non? c'est la saison 4. Non, la saison 3, on se demande tous si il va se réveiller, Miguel, parce qu'il est dans le coma. Finalement, il se réveille, mais il a plus le contrôle de ses Ah oui, ouais. Après, Miguel se réveille, après lui, après Johnny Lawrence, il ouvre un autre dojo, les aigles venimeux. Eagle Fang, ouais. Mais sérieux, mais ce mec, quoi. Les aigles venimeux, et ils se préparent tous au prochain tournoi de la vallée. Ouais, mais le tournoi est annulé. Parce que après Non, l'accident il est pas de annulé. Miguel. Si, après l'accident de Miguel, ils disent que le karaté est trop dangereux pour les jeunes et qu'il faut les protéger de ça. Et donc, ils annulent le tournoi. Ah, Et du coup, ok. ça devient un combat juridique et un combat de communication. Eagle Fang fait des démonstrations en public pour montrer que le karaté c'est bien, etc. Et ensuite, ils vont voir aussi les gars au conseil, je sais pas, à la mairie ou je sais pas quoi là. Ouais, les conseils de Kung Fu, bidule du chouette, là, je sais pas, là, de karaté. Ouais. Le comité, voilà. Le comité, ça fait penser un peu comme au Sénat dans Ouais, dans Star Wars. Star Wars. Ouais. Arrêtez avec Star Wars, bande de geeks. Non, mais en plus, parce que, tu vois, à un moment, il y a Chris qui va voir le comité pour les convaincre, comme Palpatine, comme il l'a fait avec le Oui, Sénat. exactement. Le Chris, la façon dont Chris apparaît dans le comité, là, c'est la même chose qu'en Palpatine et à la revanche des Sith. En plus, C'est il utilise les mêmes arguments. Il dit que C'est les mêmes arguments. il dit que oui, vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde dangereux. Ces gamins ont besoin de se défendre pour le monde de demain. T'es là, Ah, mais quelle ordure, ouais, je me souviens. Comment il ose dire ça, lui? Mais arrêtez avec vos analogies avec Star Wars, bande de geeks sérieux. Vous avez de l'acné. Ouais, bref, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison 3? La saison 3, j'ai beaucoup aimé l'épisode final. Quoi? Hein, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Moi, j'ai dit que c'était une saison de transition. Allô? Ah non, pas de transition, l'épisode Si, final. ça sent quand même, c'est une saison de transition quand même, Oh. pour la saison 4. Parce que oui, ça prépare pour la saison 4. Oui. Oui. Et la saison 4, il a résumé, parce que moi, j'étais parti aux toilettes, là. Non, je parlais de la saison 3 d'abord. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, ce que j'en ai pensé, Oui. oui, pour moi, je vais te dire, je vais même vous surprendre un peu. Pour moi, la saison 3 est la meilleure de saison de toute la série. Je dis pas que j'ai pas aimé la saison 4, mais pour moi, c'est la meilleure. C'est la meilleure parce que, hein? Non, Chris. Évidemment, Chris. Non, Ouais. Chris est le héros de la saison 3. Ouais, Chris. C'est vrai, Chris. il y a plus de développement sur la saison 3 sur Chris, on voit son flashback et tout Il y ça. a ses flashbacks. L'histoire. Non, c'est John Chris déjà, même s'il disait seulement 2 mots, moi je serais déjà heureux. Je comprends ce sentiment. Moi, ça fait ça avec Johnny, donc. Ouais, quand je vois juste John Chris, je le vois, il dit 2 mots. Et tout. D'ailleurs, même quand je vois John Chris et Johnny, ça me rappelle un peu. Bon, bref, ouais, la relation que j'étais. En fait, Johnny et John Chris là. Toi et moi, Aina. Bon, bref. Non. Bon, bref, j'ai lancé ça par ça. Mais en fait, c'est que la saison 3, pour moi, est la meilleure.
est la meilleure parce que c'est la plus dramatique déjà. Et j'ai un peu, tu vas me dire encore, ah, tu me fatigues avec Star Wars, mais justement, je veux répéter ça, c'est écrit comme la revanche des Sith. C'est totalement ça. C'est comme la revanche des Sith, c'est John Cleese reprend le pouvoir du karaté de la vallée et il arrive à corrompre l'élève de Daniel San qui est Robbie. Corrompre, pas forcément corrompre, mais un peu de l'amener un peu dans le pseudo côté obscur du karaté. Mais justement, Robbie est assez intelligent pour voir la douille, en fait. Pour voir la douille. Mais il lui amène... Ouais, il est assez intelligent pour voir la douille, mais on va dire que il l'upset, en fait. Oui, parce qu'il était frustré parce qu'il venait de sortir de prison et il est tombé sur Miguel et Samantha qui s'embrassaient, en fait. Et ce que je trouve un peu aussi beau là-dedans, c'est qu'ils ont su humaniser le personnage de John Cleese. Oui. Quand tu vois son flashback de comment ça, on en revient encore au même truc. Parce que ça revient toujours le même cycle. Il n'a pas eu de père. Sa mère s'est suicidée. Et il était un jeune homme relativement normal avant de s'engager à la guerre. Il était amoureux d'une femme. Cette femme est morte quand il était à la guerre du Vietnam. Et la guerre du Vietnam, d'accident de voiture, si je me souviens bien. Oui, et elle a jamais reçu les lettres qu'il a envoyées aussi. Elle n'a jamais reçu les lettres il a envoyées. Et aussi, le truc, et aussi, la guerre du Vietnam l'a changé. La guerre du Vietnam, avec surtout son mentor. Pas le chef là, comment il s'appelle, le chef militaire qu'il avait avec justement son ami Terry Silver, qu'il avait rencontré au Vietnam. Toute sa philosophie de Cobra Kai est née là-bas au Vietnam. Par rapport à la scène où on voit quand on les avait capturés là, justement dans sa version jeune là, quand on les avait capturés et on voyait comment les Vietnamiens prenaient les soldats américains pour qu'ils se battent contre eux sur, je sais pas, sur un pont. Et en bas de ce pont, il y avait beaucoup de cobras. C'est-à-dire que si tu perdais, tu tombais dans la fosse à cobra. Donc, toute la philosophie Cobra Kai No Mercy, qui est une philosophie de leur commandant en chef du Vietnam, en fait. Et c'est ça qui a complètement changé. C'est ça l'origine du story de John Cleese. Moi, je te dis, j'ai eu des frissons par rapport à ça. Parce que ça m'a rappelé un peu un film, un peu. Je sais pas si c'est inspiré de ce film-là. Je sais pas si c'est moi qui fais seulement des théories à la con, mais ça ressemblait beaucoup cette partie-là à Platoon. Je sais pas si vous connaissez ce film-là. Oui. Mets la photo de truc là, Platoon d'Oliver Stone. La partie de Cleese est exactement comme Platoon de. Il y a déjà rien que l'étalonnage. Avec William Dafoe, non? Tu dis? William Dafoe. Avec William Dafoe qui est sur l'affiche, en Elias et tout. Et parce que la thématique de Platoon, justement, c'est comment tu sombres comment un personnage innocent sombre dans la folie. Le personnage de Charlie, qui est le personnage principal. Et t'as raison. Et comme à la fin, tu vois, je crois qu'il y a un combat de savoir qui va un peu avoir l'âme entre Elias qui est joué par Willem Dafoe, qui est un peu un colonel qui a beaucoup plus de recul sur la guerre du Vietnam, et le personnage joué par Tom Béranger, j'ai oublié le nom de personnage, qui est un peu plus sadique et tout, et pour lui la guerre c'est pour exploiter son truc, et il veut entre les deux il y a un peu, entre les deux là, Elias et Tom Béranger, ils ont un peu cette dispute pour amener le personnage de Charlie Sheen, qui est un jeune militaire qui s'est engagé dans la guerre du Vietnam, à comment on appelle un peu ça, à voir qui va prendre sa philosophie, tu vois un peu. Et bon, je veux pas tout entrer en détail par rapport au truc pour raconter le film Platoon. Vous avez mis la fiche de Platoon là? Yes. Oui. Et le personnage de Charlie Sheen assassine Tom Béranger, qui est un peu son colonel en chef à la fin. Si tu te rappelles un peu de ça de Charles. Il assassine un peu. Donc, quand j'ai vu le truc avec le personnage de John Cleese qui tue son commandant en chef, mais tout en prenant sa philosophie, ça m'a fait penser à Platoon, en fait. Donc, je ne sais pas. Parce que même tu te dis, le mec, le chef voulait être tué par son disciple, en fait, dans un sens. Oui, et
En fait, c'est pas ça revient à Star Wars encore. Parce que dans Star Wars, les sites, l'élève doit tuer l'élève doit tuer le maître. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de références. Et Platoon est sorti quand? Platoon est sorti dans les années 80. C'est sorti en 86. Et ces mecs-là, les créateurs de... les créateurs de comment on appelle ça? Les créateurs de Cobra Kai ont eu leur jeunesse dans les années 80 et sont très fascinés par les années 80, énormément. C'est pour ça que je parle de Star Wars, c'est pour ça que je parle de Platoon et que je parle encore de Rocky 3. Eux, c'est Rocky 3. Le truc un peu avec Johnny Lawrence et Johnny Lawrence Daniel. Et Daniel San, Daniel Larousseau. Comment on appelle ça, leur manière de, la scène d'entraînement, là, que vous avez vu, là. Vous vous rappelez la scène d'entraînement où l'un apprenait le Miyagi-Do oui. et l'autre. Oui, oui. Ça résonne dans Rocky 3 avec Apollo Creed et Rocky. C'est vrai! C'est vrai! Ça résonne avec Apollo 3 dans Rocky. La scène d'entraînement. Là où c'est des montage. Oui, c'est les mêmes trucs montage et tout. La scène là, si on peut même voir les deux, vous allez comprendre. Parce que Apollo Creed est l'ancien rival de Rocky. Oui, oui. L'ancien rival de Rocky. Et à un moment donné, quand il y a un combattant qu'il bat, qui est plus fort que truc, il va s'associer, il va demander de l'aide à Apollo Creed, un peu, qui va lui apprendre un peu des trucs et tout, et le remotiver. Et c'est un peu ça que je vois un peu dans... En fait, c'est Apollo Creed qui vient le voir, en fait. Tu sais pourquoi Vas-y. Parce qu'en fait, Apollo Creed, il supporte pas de voir que la personne qui l'a battu se fait battre par une autre, en fait. Voilà, exactement. Exactement. Et c'est pourquoi je parle de Rocky 3, parce que nous sommes à la saison 3. Star Wars 3, Rocky 3. Je suis convaincu que c'est pas exprès qu'ils ont fait ça. Je suis convaincu que c'est exprès qu'ils ont fait ça, parce que quand je regarde les interviews des créateurs là, ils sont beaucoup marqués par les années 80. Ils sont beaucoup marqués par les 80. Et maintenant, je pense aussi que la revanche des Sith a été une interruption, parce que la fin où Robbie passe du côté obscur et le showdown de la fin là, où tu vois Johnny qui affronte John Kreese, Robbie qui en même temps avec contre son père. Oui. Tu vois, ça résonne un peu avec aussi le combat de comment on appelle ça, dans Star Wars là, le combat dans le retour du Jedi là, Luke contre Anakin, Luke contre Dark Vador. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Tout ça est mélangé. Obi-Wan Kenobi contre Anakin, avec Daniel San qui en même temps aussi se met en opposition. Donc toute cette mythologie qu'ils ont su créer à travers le karaté, où ils ont pris des influences vraiment de ces trucs de la pop culture vraiment des années 80 et qu'ils l'ont mis là-dedans, et comment ils ont su comment dire, malaxer ça, tout en donnant des thématiques un peu sur la recherche de la paternité, en faisant une critique un peu sur le wokisme et tout. Moi, je trouve ça fondamentalement génial. Ça a l'air enfantin, mais c'est magnifiquement écrit. C'est magnifiquement écrit. Et ça, c'est un exemple vraiment d'un show de la pop culture. Et pour moi, je sais pas pour vous, pour moi, c'est une leçon, en fait, que j'apprends là. Parce que je me dis, bon, je veux pas parler de notre truc personnel, mais je dis, si on doit faire un jour, des années après la suite de ce qu'on a fait il y a quelques années, la suite de notre Sandalman là, c'est une leçon qu'on apprend avec ces gars-là, avec ce qu'ils ont fait avec Cobra Kai là. C'est une leçon, franchement. Moi, je suis épaté. Et je vais pas aller beaucoup plus sur la saison 4, parce que je pense que vous pourrez mieux la résumer que moi. J'ai apprécié aussi la saison 4, mais je retiens beaucoup plus la saison 3, parce que la saison 3, pour moi, est la meilleure en termes de dramaturgie, en termes de trucs. Regardez même la musique, même dans le combat de fin de la saison 3, c'est comme la musique contre la revanche des Sith, là. C'est le même tournant. Oui. Le combat dans la maison de Daniel San. Oui, le combat dans la maison de Daniel San, comme dans partie, et ensuite ça continue dans le dojo. Après, ça continue dans le dojo. Mais
je trouve ça... Anecdote personnelle, c'est pas glorieux, mais quand j'ai regardé cet épisode chez moi, dans mon appartement, j'étais tellement en transe et j'ai tellement gueulé que mon voisin du dessous est venu taper à ma porte. Hein. Et j'avais même pas, je te jure que pourtant j'avais même pas fait attention à l'heure, il était 4 heures du matin, mais genre, j'étais transcendé par cette scène, merde. Non, mais c'est trop bien, mais quand tu arrives à voir comment mais les trois gars là, mais ce sont des cinéphiles qui ont compris fondamentalement l'œuvre qu'ils traitent déjà, les inspirations. Donc ils comprennent, ils ont une vision claire de ce qu'ils font. Oui. Ils ont une vision claire de ce qu'ils font. Moi, je suis épaté. To be fair, vraiment pour être honnête, c'est vrai que la série est bien écrite, mais ce n'est pas non plus un chef-d'œuvre d'écriture. Non, ce n'est pas un chef-d'œuvre d'écriture. Moi, je la comparerais beaucoup au manga My Hero Academia. My Hero Academia et Cobra Kai, le point commun entre les deux, c'est que, honnêtement, objectivement, si on est objectif, c'est pas des trucs qui sont super bien écrits, mais j'arrive jusqu'à présent pas à mettre le doigt dessus, aussi bien pour My Hero Academia que pour Cobra Kai. C'est que la façon dont les thèmes sont traités, c'est tellement bien traité que ça fonctionne avec des thèmes simples, en fait. C'est-à-dire que des thèmes fondamentaux, et ça, c'est quand même une leçon pour tous les gens aujourd'hui qui disent qu'il faut tout déconstruire, qu'il faut faire une subversion des attentes, qu'il faut détruire les héros pour pouvoir surprendre, ou je sais pas, faire une subversion du spectateur et autres. Non, parfois, la simplicité, juste aborder des thèmes universels et des thèmes fondamentaux, ça suffit à faire le travail. Et quand tu crois vraiment à des valeurs simples, originales, comme tu vois dans Cobra Kai ou dans My Hero Academia, ça suffit à faire le travail, ça suffit à inspirer des générations un peu pour pas faire le truc. Mais c'est un peu ce truc-là parce que non ouais, parfois faire trop compliqué ou vouloir tout déconstruire, c'est pas forcément un gage de qualité ou de supériorité ou d'amélioration ou d'évolution ou de progression. Parfois, juste des thèmes simples, originels, universels, vrais, humains. Quand c'est bien traité, ça fait le travail. Et Cobra Kai, ça démontre très bien ça. Oui, c'est ça que je trouve super intéressant et moi, franchement, je dis chapeau vraiment à ces mecs-là, parce que ce que vous avez fait là, vous avez créé quelque chose qui va, comme on dit là-bas, test of the time. C'est pas quelque chose qui aura seulement le succès à cette époque-là. Ça va servir dans 5, 10, 15 ans. Les gens vont s'inspirer de ce truc. Les gens regardent Cobra Kai et ils le re-regardent. Et c'est pour ça que je dis Netflix, parce que j'ai commencé à m'intéresser un peu. Pour moi, Cobra Kai, ça devrait être la série numéro 1 de Netflix. Ça devrait être dans le top 1, au moins dans le top 10. Mais ça n'y est pas encore. Et j'ai commencé à m'intéresser un peu à comment Netflix divulgue ses chiffres, ses visionnages, etc. J'ai fini par comprendre après pourquoi Cobra Kai n'est pas dans le top 10. Je crois que quand c'est sorti, la saison 4, c'était dans le top, c'était numéro 1. Ouais, c'était dans le numéro 1. Ça a battu The Witcher saison 2 dans les 3 premiers jours où la saison 4 est sortie. Et je pense que quand la saison 5 va sortir, ça va faire pareil, ça va être dans le top 10. Peut-être même que ça s'inscrira dans le top 10 de tous les temps. Mais le problème, c'est que le top 10 de tous les temps, c'est compliqué parce qu'il y a plein d'autres séries devant. Et le problème de Netflix aussi, c'est que le top 10 de tous les temps, le problème de Netflix, c'est qu'il y a une politique, il ne donne pas beaucoup accès aux chiffres. Il garde ça très secret. Les seules informations qu'il donne, c'est sur les séries qui ont fait le buzz dans le premier mois, dans les 28 premiers jours. Le top 10 de Netflix de tous les temps, si tu tapes sur Google maintenant, toutes les séries que tu vas voir, c'est des séries qui ont performé seulement sur le premier mois. Mais on ne te dit pas si ces séries ont été visionnées dans les mois qui ont suivi, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en termes de chiffres. Oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, Netflix, tout ce qu'il prend en compte, c'est si la série a été beaucoup regardée rapidement, mais pas sur le temps. Par exemple, si Cobra Kai a été regardé 1 milliard de fois sur 10 ans, Netflix ne va pas le prendre en compte.
C'est un peu ça qui est dommage et Netflix reste très secret sur ça et c'est ça qui et c'est fait exprès d'ailleurs. Mais si vous regardez par exemple le top 10 des séries de Netflix, il me semble que la première c'est la Chronique des Bridgerton. La Je connais deuxième, pas du tout. non, c'est une série. Vous la connaissez vous les gars? Ah Je oui, la- J'en ai entendu parler, mais je c'est pas mon connais. délire. Oui, Je la connais pas du tout. Malheureusement, je connais pas du tout. c'est la série que, franchement, je regarde cette série, j'ai envie de me suicider, quoi. Pourquoi? Attends, je vais Pourquoi la taper. On va peut-être se parler de ce sujet, ça peut être intéressant. Top 10 Netflix. Non, s'il te plaît. Non, mais non, je parle du classement, pas des Bridgerton. Ah, ok, ok. Alors, donc, numéro... Non, 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 non. Top 10 Netflix, classement, visionnage. Mais peut-être qu'il y a moyen, c'est pas impossible non plus que Cobra Kai s'inscrive là-bas. Alors, voilà, c'est ça. Numéro 1, Squid Game. 1,65 million d'heures de visionnage dans le premier mois, je précise. Donc c'est la série qui a été le plus parlée. C'est pas étonnant parce que c'est une série coréenne et les Coréens en ce moment ils cartonnent. Numéro 2, La Chronique des Bridgerton saison 1, 625 000 heures de visionnage dans le premier mois. La Casa des Papel saison 4. Stranger Things saison 3. Ah bon. All of Us Are Dead saison 1, c'est pareil, série coréenne de zombies. The Witcher saison 1. 13 Reasons Why saison 2. The Witcher saison 2, Inventing Anna, et en 10e, 13 Reasons Why saison 1. Est-ce que vous avez remarqué un point commun entre toutes les séries du top 10? Aucune. Série pour J'ai même pas. adolescents. Ouais, séries pour adolescents, mais au-delà de ça. Vous n'avez pas remarqué qu'elles sont populaires auprès d'une certaine catégorie? LGBT. Auprès des femmes, non? La Chronique des Bridgerton, Aïna! 13 Reasons Why, The Witcher, Stranger Things, La Casa des Papel. Tiens. C'est un peu ça le truc. Et ensuite, je suis allé regarder les statistiques et la majorité des abonnés de Netflix sont des femmes. La majorité des services de streaming, les abonnés sont des femmes et j'ai même les statistiques aussi. Donc ça explique un peu le truc quoi. C'est pour ça que la majorité des séries du top 10, ce sont des séries qui sont qui ont beaucoup de popularité et qui sont beaucoup visionnées dans le premier mois parce qu'elles sont communiquées par la majorité des utilisatrices de la plateforme quoi. Donc c'est un peu ça le truc. Et voilà. Mais voilà. C'est juste pour ça. Intéressant. Bon, attends, je vais quand même mettre les statistiques pour pas qu'on dise. Je regarde pas trop. Tu sais, Netflix, c'est vraiment un. Je suis pas un consommateur de Netflix. Hein. Non, bah, Ouais, on va pas te le reprocher, hein, Gigi. J'ai jamais été un consommateur absolu de Netflix. C'est vraiment pas Netflix qui fait mon. Je crois que c'est parce que quand ravitail. les hommes cherchent quelque chose. En fait, nous, quand on va sur des plateformes de streaming, on sait ce qu'on cherche, en fait. Alors que les femmes, elles sont plus dans. Oh non, 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 non. C'est non, pas non, ça. non, non, non. C'est... Non, 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 Maurice, s'il te plaît. Alors, bon. En tout cas, Non, c'est pas tourné de façon. Oui, j'ai mis la page internet ici pour ceux que ça intéresse. Les femmes sont plus intéressées par le streaming que les hommes. C'est écrit noir sur blanc. Donc si vous voulez faire des procès, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici. 57,16% les femmes, 55,58% Mais ça date de quelle époque? C'est date de la 28 juillet 2021. Bon, de toute façon, maintenant tout est sur plateforme, hein, donc. Et ça c'est pour le mondial et pour la France, pour les statistiques françaises, c'est encore plus écarté. Et pourquoi ça monte pas là? Ça montrait la France la dernière fois, mais bon, c'est juste une. Ah oui, voilà pour les les consommateurs, les consommateurs de Netflix. Les consommateurs de Netflix sont beaucoup plus féminins. Parce que c'est les femmes qui aiment les streamings, ne pas se casser la tête, la plupart d'entre elles. Pas d'entre elles. Non mais Charles, c'est un fait. C'est écrit là sur le site. C'est écrit sur le site.
Donc, au bout d'un Non, moment, c'est les femmes si qui, c'est écrit, c'est les femmes qui aiment Oui, le mais truc Netflix. nous, les hommes, Attends. quand on va sur Netflix, on sait déjà ce qu'on veut voir déjà. c'est au-delà de ça, Maurice. C'est que nous, il faut dire les choses. Nous, on sait télécharger. Voilà, On sait voilà. télécharger, on L'effort. sait utiliser un VPN pour échapper à Adopi, pour pas recevoir les mails d'Adopi. Donc laissez les femmes qui... Mais c'est pas une critique. Mais de façon tellement Non, mais c'est les faits. Mais c'est que, voilà, mais c'est que elles ont raison parce que c'est mieux Rien de qu'avec pas... ça, on peut se faire cancel en fait. Mais, oui, mais parce que les faits, ça sert à se faire cancel. Mais bon, voilà. Mais c'est que... Non, c'est pour ça, parce que c'est mieux de pas se casser la tête parce qu'après, voilà, avec Adopi, etc. Non, parce Et que voilà. non, je dis pas que ce n'est pas une critique de la gente féminine, pas hein, une mais critique. c'est juste la réalité en fait. Mm. C'est juste la réalité. Et c'est Parce normal. que en général, les femmes n'aiment pas trop. C'est normal. Je te le dis parce que j'ai connu quelqu'un que dans ma vie personnelle qui a eu ce même problème là. Mm. C'est toujours quand il y a les trucs pour chercher les films, on me vient ouais, tu connais un truc pour l'avoir rapidement. Je ne parle pas dans le on n'est pas parce que souvent et ça c'est un peu poussé pour ceux qui vont nous voir souvent parce qu'on nous voit parler des films, on voit parler des trucs, on croit que souvent des gens comme nous et malheureusement c'est à cause de souvent l'imagerie que les geeks renvoient généralement. On fait souvent comme si on n'est pas dans le réel, que on n'a pas d'interaction réelle et que on n'expérimente pas la vie. On vit seulement derrière nos écrans. Alors, on ne demande pas la vie. Ouais, Gigi, tu sors Ouais. jamais du grenier de... Voilà. Hein? Tu vois un Tu peu. sors Donc, jamais de la cave. et c'est un peu paradoxe et c'est un peu pathétique, quoi. De dire, quand on dit les femmes, c'est des expériences, c'est même pas seulement des statistiques, c'est des Non, mais expériences, c'est du Soyons un vécu. peu sérieux, au-delà de trucs, on côtoie tous, enfin, la majorité des gens qui ont des comptes Netflix, enfin, voilà, c'est C'est la des réalité. connaissances féminines, etc. Je dis pas qu'il y a pas des cinéphiles qui ne sont pas, des cinéphiles femmes que je connais pas qui sont anti Netflix. J'en en connais même deux dans la tête. Je veux pas citer le nom, j'en connais deux dans la tête. Deux dans la tête. Mais en grande majorité, ceux qui consomment les films comme du fast-food, ils sont sur Netflix comme si on partait au McDo. Et oui, je clique là. Et en plus, avec cette culture, la culture maintenant, soi-disant, j'aime pas le mot parce que pour moi, le mot geek, c'est vaste et je le dis et je le répète, je me considère même pas comme tel. Mais avec cette culture maintenant de la culture un peu comics, manga, que tout le monde se dit maintenant que ouais, ok, je suis fan de manga, je suis fan de trucs et autres et tout. Et je dis toujours quand les femmes commencent à s'intéresser à un sujet, ça veut dire que le sujet ne vaut plus grand chose. Ça, je suis convaincu de ça. Quand tu vois les femmes en masse sur un truc, ça veut dire que ça ne vaut plus vraiment grand chose. Mais bon, ça, c'est un avis personnel. Mais je te dis sur ça, si, que j'ai même perdu le fil de ma pensée, mais si, On va se réorienter. Ouais, ça va se faire. Ouais, on revient sur le sujet. Ouais, là, on est. Ouais. Parce que moi, je suis parti. J'ai parti. Mais c'était juste pour dire que c'était pour expliquer que je comprenais pas pourquoi Cobra Kai avait pas plus de succès sur Netflix et pourquoi c'était pas dans le top 10. Mais je pense que si Netflix divulguait beaucoup mieux les chiffres sur la longévité plutôt que seulement le premier mois, je suis sûr que Cobra Kai serait beaucoup plus conséquent, peut-être même l'un des premiers. Parce que, remarque, là, je viens de remarquer dans les statistiques, Amazon Prime Video est l'un des seuls services de streaming où il y a plus d'hommes abonnés que de femmes. Et Amazon Prime Video, la première série dans le classement d'Amazon Prime Video, la plus visionnée, c'est Jack Reacher. C'est Jack Reacher. C'est Reacher. Et Reacher, bon, est-ce que c'est une série Le qui Jack intéresse Reacher qui vient de plus? sortir là? Ouais, la série Reacher, elle est trop bien. Elle est trop Ah ouais bien. Ouais, et c'est la plus regardée d'Amazon Prime devant The Boys, hein. Avec le blond, là? Ouais, le géant, là, de 2 mètres, là. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est un peu pour expliquer comment comment les séries les plus regardées dans le monde sont influencées par les abonnés, quoi. Reacher, la série la plus regardée d'Amazon, pour ceux qui veulent les liens
Le gars là est une force de la nature, hein, merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il sort d'où ça? Il sort d'où le mec là? C'est Merde. ça. Mais le gars qui joue Richard là. Tu as vu Ah, comment mais il jouait dans une série MTV là. Moi, je l'ai découvert dans une Blue série Mountain State. Blue Mountain State. Merde. Je l'ai découvert là-bas, le mec. Merde, mais qu'est-ce que c'est que cette c'est une. machine Ah, de il, jouait aussi guerre? il jouait aussi. Je sais pas, Maurice, tu connais Brooklyn Nine-Nine? Ouais, mais il a joué que dans un seul épisode. Oui, il jouait Scully et Sully quand ils étaient jeunes. Ouais. Il a aussi joué dans Smallville. Il jouait à Aquaman. Oui, il jouait à Aquaman. Ah, c'est le mec, c'est ça que je voulais me dire. Est-ce que c'est pas le mec qui jouait Aquaman dans. Je voulais même vous poser la question. Dans Le gars Smallville. qui jouait Aquaman dans Smallville. Oh Ouais. ouais, je me souviens maintenant. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu qu'il jouait là-bas. Mais ouais, mais en tout cas, c'est intéressant, quoi. Mais en tout cas, pour Cobra Kai, il faudra vérifier. Je suis sûr que plus il y aura des saisons, saison 5, je suis sûr que il y aura encore plus de visionnage que la saison 4, mais c'est à suivre. Mais du coup, à part ça, qu'est-ce que vous en avez pensé? On avait parlé du coup de la saison 3. Après, j'espère que dans les prochaines saisons, ils vont pas. Il va pas forcer son agenda, là. Voilà. Ça, c'est. Ouais, c'est on peut en ça. parler. Ouais. J'ai aussi cette peur, Maurice. Je vis dans la peur chaque jour que Dieu fait. Parce que ça arrivait à la même chose à la Casa des Papel, là. Genre, il y avait les 2 saisons qui étaient très bien, qui se complétaient, mais quand il y avait les saisons 3 et 4, là, C'est quoi? Ils ont mis du Maurice, LGBT. bon, le truc, Ils ont Maurice, deux choses. La saison 1, c'était très bien parce qu'il y avait... En fait, comment expliquer? Bon, la Casa des Papel, je pense qu'il y avait toujours eu une intention féministe à la base, hein. Dans la saison 1, il y avait du féminisme, il y avait le personnage de Tokyo et comment il s'appelle l'autre meuf enceinte ou je sais plus, qui avait eu un bébé. Enfin, l'autre meuf forte de la Casa des Papel. Nairobi. Nairobi, voilà, je l'aimais bien d'ailleurs. Je l'aimais dans la 1, je la détestais dans les saisons d'après. Comme toujours, hein. Non, parce que ça devenait relou. Ça devenait Non, attends, ça devenait du la Captain saison Marvel, 2, en fait. la saison 2, elle s'est finie quand ils ont réussi leur case, hein. Ah, d'accord, oui, d'accord, pardon. Du coup, la saison 1 et 2, j'ai kiffé. Non, la Casa des Papel, il y avait... Mais moi aussi, mais après. Ouais, il y a toujours eu du féminisme, hein, dans la Casa des Papel. Et c'est pas un problème en soi quand il y a du féminisme dans une série ou dans un film ou quand il y a des personnages de femmes fortes. Parce que c'était intéressant, la Casa des Papel, parce que c'était contrebalancé par le personnage de Berlin. En fait, c'est intéressant quand il y a un équilibre, quand il y a des personnages de femmes. Si tu veux me faire un personnage qui est une femme forte, qui réussit tout ce qu'elle fait, qui est arrogante, ok. Mais donne-moi sa contrebalance masculine alors. Comme ça donne quelque chose d'intéressant. Ça permet aux deux de s'affronter, les deux de se remettre en question. Et c'est un peu ça le personnage de Berlin. De Cobra Kai, s'il vous plaît. Bon, Parce qu'on a toujours pas parlé. On a toujours pas parlé de la saison 4 en fait. Ouais. Ouais. Allez, c'est parti, saison 4. Voilà. Ok, bah, allez-y. Bon, à la fin de la saison 3, il y a Daniel San et Johnny Lawrence qui s'associent pour battre John Kreese et Cobra Kai. Est-ce qu'on a dit d'abord comment la saison 3 est finie d'abord? Oui, on n'a pas eu du combat final, non? Oui, le combat final et le père de l'ancien élève de... Ouais, c'est ça. À L'ancien la fin de la saison 3, il y a eu un combat final entre Johnny Lawrence, Daniel San et John Kreese. Et à la fin de ce combat, ils font un pacte genre que si le dojo de Daniel San et celui de Johnny Lawrence gagnent le tournoi de la vallée, Cobra Kai devra définitivement fermer ses portes. C'est ça. Donc, à la fin de la saison 3, Johnny Lawrence et Daniel San s'associent pour mettre à terre Cobra Kai. Et John Kreese va aller voir un de ses anciens associés avec qui il a fondé Cobra Kai, Terry Silver. Terry Silver, qui était justement dans les scènes de flashback et qui est, bon, pour savoir un peu le personnage de Terry Silver, il est déjà dans Karate Kid 3, justement parce que dans Karate Kid 3, les anciens qui étaient sortis, je crois, en 89,
le personnage de Terry Silver est un fils d'un magnat de la finance qui a hérité de la famille. Et c'est quelqu'un qui a, si on ne se trompe pas, qui a fait le Vietnam avec John Kreese. Dans Karate Kid 3, après les événements de Karate Kid 1, où la défaite qu'il a eue de son élève Johnny Lawrence a fait qu'il mette la clé sur le paillasson. La clé sur le paillasson de son école de dojo. Et il part rejoindre alors Terry Silver. Terry Silver, à qui il a une dette de vie à John Kreese. Pourquoi il a une dette de vie à John Kreese? Parce que pendant l'événement au Vietnam, où il y avait justement ce combat sur le pont que les soldats vietnamiens faisaient avec les soldats américains, il y avait un soldat vietnamien qui avait choisi Terry Silver, mais au lieu où Terry Silver part, John Kreese est plutôt parti à sa place. Donc, il se sent redevable par rapport à ça. Et Terry Silver aide alors John Kreese à remettre sur pied le Cobra Kai, le dojo. Il le remet sur pied et il dit on va essayer de tuer, parce que Terry Silver, il est beaucoup plus machiavélique que John Kreese. John Kreese n'est pas... Lui, Terry Silver, il est psychopathe, c'est même un psychopathe. Ouais. D'ailleurs, Terry Silver, je pense qu'il y a une inspiration un peu de Dr. Jekyll. Dr. Hyde, non, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Parce Mr. que Hyde, oui. tu sens que des fois, par exemple, quand au début de la saison 4, je crois, à la fin de la saison 3, quand il y a John Kreese qui l'appelle, tu vois que le mec, il change complètement, quoi. Oui. Ouais. Et ce qui se passe alors avec le personnage de... Ce qui se passe vraiment alors avec le personnage justement de Terry Silver, c'est que au lieu d'attaquer frontalement Daniel San et Miyagi dans Karate Kid 1, je parle de Karate Kid 3 là, il faut mettre les photos de Karate Kid 3 avec Daniel là, si tu peux trouver ça. Allô? Oui. Mais tu mets la photo de... J'en ai mis une. Ah, ok. Et il va, au lieu de truc, il va séduire Daniel. What? Oh mon Dieu. Mais il va le séduire. C'est-à-dire séduire pour l'amener à ce qu'il adopte le karaté auquel il croit. Parce qu'il dit que ton Miyagi-Do là n'est pas assez agressif. Mais moi, je peux te faire agressif et que tu pourras remporter. Ah, c'était pas dans Karate Kid 3, ça? Oui. Il vient de ça. le dire. Non, j'avais pas entendu, excuse-moi. C'était dans Karate Kid 3 et il essaie de séduire. Et ce qui fait que Daniel San, qui veut redéfendre son titre, mais que Miyagi lui dit que toi, tu n'as plus rien à prouver, ça ne sert à rien, il entre en conflit avec son maître pour la première fois et il quitte justement son maître. Et il va vers Terry Silver qui lui apprend des manières violentes. Et il commence à devenir même presque comme les gars de Cobra Kai. Mais seulement ce qu'il ne savait pas, c'était un piège pour l'affaiblir. Et pour qu'il se l'affaiblit, pour que John Kreese prenne son nouveau poulain, j'ai oublié le nom du nouveau gars, qui allait l'affronter en fait. Et c'est là où il repart après, il y a le deuxième tournoi et il bat le poulain de Terry Silver. En gros, c'était un peu ça. Mais Terry Silver, c'était le personnage très machiavélique. Donc maintenant, dans la saison 4, quand il revient, D'ailleurs, et c'est Maurice qui parlait parce que je l'ai coupé. C'était pour ça m'a remettre le contexte maintenant. Bref, dans la saison 4 maintenant, Johnny Lawrence et Daniel San s'entraînent ensemble avec leurs élèves, mais ils ont des difficultés à s'entendre. Oui. Continue. Et quelle difficulté? À s'accorder, à s'entendre. La manière d'enseigner le karaté aux élèves, parce que Johnny Lawrence est plus dans l'attaque, alors que Daniel San est plus dans la défense. Donc, ils décident de nouveau de se séparer. Et mais ils s'affrontent aussi. Ils s'affrontent. Et il y a un combat dans à la fin de la saison 4, il y a un tournoi. Le tournoi arrive. Et puis, il y a un combat final. Et les combats entre les
Miyagi-Do, les Aigles Fang Karaté, les Cobra Kai. Et je dis ce qui se passe à la fin ou pas? Ouais. À la fin, c'est Cobra Kai qui gagne. Ouais. Mais on apprend que... Même si... Exactement, c'est Terry Silva qui a payé l'arbitre pour faire gagner Cobra Kai. Terry Silva qui aussi à la fin piège son ami Chris pour qu'il se fasse arrêter. Pute, quoi. La scène me fait tellement rire à chaque fois. Mais je dois vous avouer... What did you do? Je te jure. Mais je dois vous avouer qu'il y a des moments quand je voyais les Terry Silver, je pensais parfois à moi, par exemple. Mais toi, tu te vois dans toutes les dans toutes les parts de noirceur dégueulasse des personnages, tu te vois. Parce que quand je vois souvent ce genre d'attitude-là, je sais que moi, je suis capable de faire des conneries comme ça. Mais non, Chichi, tu te vois pas comme tu es le vrai toi. Moi, je vois qui tu es. Ouais, mais celui qui est dans ton cœur, c'est beau, c'est lumineux. Mais oui, mais tu as peur de cette beauté. Arrêtez de vous dire. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison 4? Moi, c'est que, bon, tu as résumé un peu la saison 4. Comme tu disais, la saison 4, c'était par rapport à, comment dire encore, c'était par rapport à l'alliance que Johnny Lawrence et Daniel LaRusso faisaient pour pouvoir combattre justement Terry Silver et John Cleese pour le Cobra Kai et justement faire en sorte que le Cobra Kai ne puisse pas expandre dans la vallée. Et s'il gagne ce truc, il pouvait détruire Cobra Kai. Et si Cobra Kai le gagne, le Miyagi-Do n'existe pas. En gros, c'était ça. Moi, ce que j'ai aimé là-dedans, justement, ça va surprendre beaucoup. J'ai aimé le personnage de Robbie. Oui. J'ai aimé le personnage de Kenny, qui est un nouveau personnage. Un nouveau personnage qui est le petit frère de l'ancien bully de la prison là où Robbie était, parce qu'il faut mettre aussi le contexte. Après la saison 2, Robbie est en détention juvénile. Il est en détention juvénile dans la saison 3. Et il a un peu un bully là-bas qui est grand noir, qui le maltraite. Et c'est ça. Non, mais comment tu dis ça? Il est temps de salir la neige. Et ce bully-là, justement, va devenir amitié après avec Robbie. Et quand Robbie ressort de la détention juvénile, il y a un gamin qui vient d'entrer dans leur nouveau lycée. Ce gamin-là s'appelle Kenny, c'est un jeune noir américain qui vient de la ville et il essaie de s'entendre. Mais il se fait aussi bully par le fils de Daniel San, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais, Anthony LaRusso. Mais il se fait bully par le fils de Anthony San et il entre dans Cobra Kai. Robbie, lui qui n'a pas eu vraiment lui qui a eu des mentors, mais ses mentors l'ont déçu, c'est un peu ça? Un peu, oui. Oui, et il se prend... Dans la saison 4, il est à Cobra Kai. Hein. Oui, il est à Cobra Kai. Il utilise toutes les qualités de tout un chacun. Il utilise les qualités de Cobra Kai, il utilise les qualités de Miyagi-Do. C'est pour ça qu'il les apprend même les codes de Miyagi-Do. Tu vois, un peu. On sent qu'il essaie de contrôler un peu ce qu'il... Il vient à Cobra Kai, non pas seulement pour suivre Chris. C'est pas Chris qui suit. Il suit l'enseignement et il essaie de maîtriser les deux types d'enseignement. Tu vois, un peu. Et il se prend d'affection de Kenny parce qu'il se voit peut-être en Kenny et il dit, et avec Kenny, il devient un peu une sorte de mentor aussi. Il y a une relation de mentor-élève avec lui parce que c'était le petit frère justement de son bully. Alors, mais je précise aussi qu'il y a, après cette relation, elle se détériore un peu parce qu'il y a Silver qui commence à devenir le mentor de Kenny aussi. Oui, ça c'est ce qu'on voit. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que le film, j'ai perdu un peu le film. Désolé, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Mais
tout ce développement-là de Robbie dans la saison 4 me plaît. Dans son questionnement même de la voix qu'il a pris dans Cobra Kai me plaît. Et j'aime aussi le développement de Samantha. Oui, la Samantha que vous détestez là. Ouais, Samantha est intéressante. Hein. J'ai adoré le développement de Samantha qui, elle aussi, elle a perdu. T'es vraiment haineux, mais c'est un truc de ouf. Yeah. Samantha, elle a un petit peu un conflit de paternel et aussi de mentor. Parce qu'elle elle se rapproche plus du style de Johnny Lawrence et plus offensif. Bon, ça, j'ai aimé. Donc, oh non, mais moi, ça m'a saoulé quand elle disait, oui, I don't want to do any more of me, Agito. Maybe Johnny. Et attendez, c'est que moi, mais elle a une voix super irritante. Sa voix aiguë, là. Ouais, ça, c'est l'une des raisons. Mon Dieu. Oui, je disais justement, j'aime beaucoup l'évolution du personnage qui essaie de se départir, départir vraiment du style de son père pour devenir soi-même un peu sa propre version, en voyant un peu les éléments aussi de Johnny. Parce qu'elle veut s'émanciper. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, il y a le frère, son petit frère, le fils, Anthony, qui, pour moi, va être un personnage non seulement important dans la prochaine saison, et qui, pour moi, est le futur vraiment méchant de la série. Pour moi. Ça sera à déterminer. Hein. Parce que non, pour moi, dans la fin de la série, il regrette un peu ce qu'il a fait. Il regrette ce qu'il a fait, mais il y a justement le truc que Kenny qui le boxe, qui le truc. L'événement qui se passe au tournoi là où Kenny se venge de lui. Ouais, mais c'est... peut faire. Et le trait de caractère que Anthony la montre, c'est le trait de caractère de quelqu'un qui ne va pas utiliser la même philosophie que son père, en fait. Il va toujours utiliser les moyens plus faciles. C'est ce qu'on explique depuis la saison 1. Il essaie toujours d'aller vers la facilité. Ouais. C'est vrai, mais c'est aussi un lâche. Donc, oui, c'est ça. Pour pouvoir aller du côté obscur, vraiment, ça demande, même pour aller du côté obscur, ça demande un minimum de courage. Non. C'est ça mais c'est ce que tu ne comprends pas. C'est pas, il sera pas un truc à la Cobra Kai ou tout ce truc-là. Il sera un gars qui utilise les autres. Un méchant, tu vois les gens de méchants lâches mais qui ont des ressources. Mais qui ont des trucs, qui sait faire des alliances, qui sait faire des trucs. Il est un peu ce genre de gars que je vois. Il est un peu que ce genre de méchant, le méchant qui n'est pas fort physiquement, le méchant qui n'est pas fort, mais qui est prêt à faire toutes les bassesses pour arriver à son but. C'est comme ça que je vois ce personnage se développer. Ah, mais s'il devient méchant, moi je veux ça. Hein. Moi, je trouve que ce serait intéressant. Et ce sera très intéressant. Oui, vas-y. Non, moi, je voudrais que ça aille dans cette direction. Mais comme Maurice l'a indiqué, le problème, c'est que c'est 50-50 parce que ce qu'on a montré à la fin de la saison 4, quand Kenny le boxe, il n'avait pas trop l'air de vouloir se venger ou de vouloir... Non, parce que ça a été skippé. Et on a vu seulement après quoi, quand on les voit rentrer à la maison, mais ça a été skippé très vite, cette partie-là. Ça a été skippé. On te dit pas après vraiment... Le ressentiment qu'ils ont développé et tout. Et c'est ça que je voudrais voir à la saison 4 s'ils vont dans cette direction-là. Parce que moi, si c'était moi qui écrivais, c'est comme ça que j'aurais écrit la suite avec le truc. Parce que dès le début de la saison 1, on te montre que c'est vraiment un sale gosse. Et quand je dis sale gosse, pas sale gosse, genre, je suis impoli au truc, mais sale gosse qui trahit totalement tout ce que son père croit. La facilité, le truc, le jeu. Déjà, excuse-moi de tout couper, hein, je suis désolé. Mais ça a déjà commencé quand, genre, il y a Daniel qui découvre en fait que c'était son fils était le bully. Oui, c'est déjà ça. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant parce que souvent, j'en reviens encore à Star Wars. Dans Star Wars, souvent les héritiers, soi-disant, sont des héritiers qui sont négatifs un peu. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ce serait, moi je trouverais que ce serait plus intéressant de faire que le gamin soit autant négatif, le contraire du papa, quoi. Le contraire de ce que le père... Moi, je pense aussi. Je pense que ce serait fondamentalement intéressant, quoi. Pareil, je pense pareil.
Moi, j'ai aimé cette partie-là. J'aime aimer bien cette partie-là. Et en gros, globalité, dans Cobra Kai, ce que j'aime bien, c'est vraiment, comme je te dis, c'est un peu un Rocky pour les jeunes de cette génération. C'est un peu le même sens que tu as dit, Mario Academia. Je pense que ça a une résonance beaucoup plus forte pour les jeunes, le jeune adolescent américain qui veulent je dirais pas se former, mais comment on dit le mot un peu? C'est pas se développer, parce que c'est un peu ça. Trouver leur propre voie, je sais pas, c'est un peu ça, un peu Cobra Kai et autres et tout. À travers la recherche paternelle, à travers un peu l'émancipation dans le karaté, il y a forcément une quête de soi, une quête de se prendre en main, de ne pas flancher devant les difficultés, de savoir faire face à l'adversité. Qu'est-ce qu'il y a encore un peu, je peux dire un peu et tout. En gros, c'est ça. Et l'exécution est tellement bien faite. C'est pas forcément des thèmes trop philosophiques et tout, mais l'exécution est tellement bien faite que ça marche. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que après ça, ce qui est intéressant après ça, c'est la manière dont il déconstruit tous les codes de la société moderne occidentale qu'on est en train de voir là. Et qu'ils ont les couilles de pointer le doigt là. La passivité des jeunes d'aujourd'hui, des jeunes occidentaux blancs là-bas. La passivité, le fait de remettre la responsabilité sur les autres plutôt que sur soi-même. Le fait de dire que c'est la faute de la société, la faute du je sais pas quoi, la faute de l'oligarchie, la faute du patriarcat, la faute des parents, la faute de je sais pas qui, plutôt que la responsabilité sur soi-même. Cobra Kai, c'est le contraire, c'est la responsabilité sur toi. Tu prends ton destin en main. Ça fait très motivation personnelle comme ça fait bête comme ça. Mais il n'y a que ça dans la vie, il n'y a pas de secret. Hein. Même si je pense que Johnny Lawrence et John Cleese en fait ont la même philosophie, mais en fait ils n'ont pas le même chemin en fait. Ils ont des méthodes différentes. Alors que Terry Silver c'est juste un sadique. Non mais lui c'est la violence à l'état pur. Enfin, il n'y a aucune raison derrière à part de faire mal. Terry Silver, lui, en plus, c'est même pas la violence. Je crois que c'est la peur. La violence psychologique aussi. Terry Silver, du peu que j'ai vu, parce qu'on n'en sait pas beaucoup quand même sur lui, hein, sur la saison 4. Enfin, moi j'ai pas vu les films Karate Kid, mais du peu que j'ai vu dans la saison 4, après vous me direz si j'ai tort ou pas, parce que j'ai pas vu les films, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que la guerre du Vietnam a traumatisé, différemment de John Cleese. Il a développé, au-delà de toute sa psychopathie, je pense qu'il a développé une forme de peur. Et le fait de vouloir tout contrôler, de créer toutes ces multinationales, ces infrastructures, ces franchises de Cobra Kai, cette façon de vouloir étendre son contrôle, c'est une façon de s'échapper de sa peur. Parce que s'il contrôle tout, il pourra avoir peur de rien, en fait. Enfin, c'est un peu comme ça que j'ai vu le personnage. Mais au fond de lui, il reste quand même quelqu'un qui a peur. Mais la façon qu'il a eu de vaincre sa peur, c'est pas de la vaincre frontalement, c'est de contrôle. La dominer. Même pas la dominer, mais c'est juste contrôler tout. Enfin, je sais pas si ce que je dis fait sens, mais en tout cas, j'espère que le personnage sera plus développé, quoi. Mais il a l'air très réel, en tout cas, ce personnage. Il me fait peur. Il faut qu'on parle de mon perso. Hawk! Oh my god! Ok. Non, mais moi, j'ai beaucoup aimé le final, surtout Hawk, il a eu un développement cette saison, parce qu'après la saison 1, là, quand il fait sa crête. Et tu vois que dans les derniers combats, quand il se bat, quand il y a le second combat avec Robbie, du coup, qui fait avec la saison 1, et genre, il y a la meuf j'ai oublié le nom de la meuf, qui vient le voir, et lui, il dit, non, je suis en paix avec moi-même. Tu sens que le mec, toute cette haine qu'il avait là, justement, il a réussi à la purger, en fait, et qu'il est, il a dépassé ça, et il est serein, même l'acteur, comment il le joue, tu dis, waouh, c'est très bien, il le fait très bien, en fait. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il est de nouveau ami avec Dimitri. Je pense qu'en fait, il s'en prenait à Dimitri parce qu'il lui rappelait son autre lui, en fait. Exactement. Et quand à la fin, genre, il se fait maltraiter par Cobra Kai et il le détruit sa crête, genre, il arrive à
à consolider ces deux parties de lui, en fait. Mhm. Ouais, parce que Et- maintenant, voilà, il a plus, il est en phase avec lui-même, quoi. Et d'ailleurs, c'est j'ai ça. beaucoup aimé le respect qu'il se donne avec Robbie à la fin. Ouais, ça, j'ai beaucoup aimé Oui, ça. ça fait C'est pour ça. contraste avec la saison 1, le final. Ouais, parce que à un moment même, je pense qu'il y avait, je pense que c'est Chris, je sais pas si c'est Chris ou Silver qui dit non, ne salue pas ton. Mais Et même Robbie, il s'en fout, il lui dit non, mais je te respecte. c'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage de Robbie et que je pense c'est techniquement un peu l'élu de la saga. Ouais, bah oui, c'est l'héritier, Oui, il c'est- a tous les styles. Normalement, ça C'est devrait être le l'élu plus de fort. La seule raison pour laquelle il l'élu perd de la contre saga. Hawk, c'est parce qu'il était distrait, parce Mhm. que il voyait comment Kenny devenait après qu'il l'ait formé et ça lui renvoyait une image. Il se disait qu'il Bah- l'avait mal orienté, quoi. Bah techniquement, il y a quatre personnages, ils ont les deux styles là. C'est Miguel, Robbie, Hawk et Samantha. Hmm. Ok, ça. Hawk, il a... Ah ouais, Voilà, il a c'est les été personnages chez... principaux. Hein. Il a été chez Miyagi-Do, Hawk. Oui, oui, à un moment, il rejoint les Miyagi-Do. Après qu'il se fait. Oui, à la fin, il les Ouais, rejoint. à la fin, ouais, c'est vrai. Effectivement, ouais. Oh là là. Ok. Mais Donc- Robbie a été plus longtemps chez Miyagi-Do. Ouais. Et aussi parce qu'il a même dans la saison 1, il est dit il a un talent naturel pour le combat. Hmm. C'est le truc qui disait ça, comment ça s'appelle, Daniel. Il disait que contrairement à moi, tu as un talent naturel pour le combat. Hmm. Yeah. Ouais, il adore se battre. Il s'est battu toute sa vie. Ouais, mais le pire, c'est qu'il se bat bien aussi, le couillon. Bah, il faisait du karaté, l'acteur, à la base. Oui, c'est vrai. Bref, Tori. Qu'est-ce que t'as pensé quoi de Tori? Non, mais Tony, c'est une bad bitch. Au-delà de Et- ça. Au-delà de ça, bah, il faut qu'elle règle ses problèmes avec Samantha parce qu'au Oui, bout d'un moment, là, Ouais, Tori, c'est une fille que tu n'arrives pas à comprendre, Charles. elle est quirky. Non, elle n'arrive pas à la cheville de Tessa Thompson, hein, Charles. Aïna, si t'as des choses à me reprocher, il faut le dire. Je reproche rien du tout, Charles. Bref. Non, mais Tori J'ai n'est vu, pas quirky. Tori a des vraies qualités. J'ai J'ai osé vu parler de ta crush. Tessa Thompson. Tessa Thompson, d'ailleurs, même entre parenthèses, j'ai vu une photo là, dernièrement, là, avec Taika Waititi et la nouvelle. La photo est pas récente, hein, elle date Elle est de pas temps, récente. mais c'est que je l'avais jamais vue. En fait. Et avec, comment il s'appelle encore là, Rita Ora, et qui est la plus grande gold digger de ces 20 dernières années. Mais Parce que non, elle est derrière chaque homme puissant, Conor McGregor, Jay-Z. Non, c'est Gigi qui l'a récupéré. Hein. Jay-Z, Conor McGregor. Oh, elle abuse. Excusez-moi, En on tout cas, je m'appelle. vois absolument aucun rapport avec ce que tu décris Allô. par rapport avec Tori. Tori, ma gueule, n'a rien à voir avec ce. Allô, J. C'est quel appareil, s'il vous plaît? J'ai coupe ton micro. Allô. Coupe C'est ton qui micro. l'appareil Aïna, coupe le micro du J. C'est bon, je l'ai coupé. Parce que Ouais. il a aucun professionnalisme. Tori, non, mais Tori, non, Tori. Oui. En fait, le personnage de Tori, en fait, j'aime beaucoup parce que, voilà, c'est le total contraste de Samantha que je ne supporte pas. Et Tori, en fait, ce que j'aime chez elle, c'est que elle sait ce qu'elle veut. Hmm. Elle sait ce qu'elle veut, mais le problème pour l'obtenir, c'est que, entre guillemets, les gens la bloquent, si je peux dire ça comme ça. Enfin, En fait, elle veut aussi de la reconnaissance, Tori aussi. Oui. Ah bon? Surtout que Bah, elle galère c'est dans la vie, c'est une pauvre, wesh. Elle Et galère pour elle nourrir cherche ses aussi, sœurs. elle cherche aussi cette reconnaissance. C'est pour ça elle veut gagner le tournoi, en fait. Ouais, mais c'est normal. Non, mais est-ce que, Maurice, c'est très bien que tu dis ça, mais est-ce que tu penses pas qu'elle veut gagner cette reconnaissance par rapport à Samantha?
Non, en fait, c'est plus le statut que représente Samantha, genre la belle gosse de riche qui a tout et tout ça. Oui, mais, Genre, si mais, elle gagne le tournoi face à elle, ça prouvera que, genre, mais elle non, vaut quelque je chose, pense que quoi. c'est dans le. Excuse-moi de te couper, je pense que c'est. Ah, si je gagne le tournoi, ça prouve aussi que je suis meilleur que toi dans un truc que tu as appris toute ta vie. Ouais. Vous pensez que le personnage voit ça comme ça? Non, Pas sûr, hein. non, 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 en fait, Je pense au elle- contraire que je pense pas que Tori a un complexe d'infériorité par rapport à Samantha, c'est le contraire. Tori a dominé totalement Samantha à partir de la fin de la saison 2, quand elle oui, l'a tabassée. mais c'est ça que je veux te dire. Ce que je veux te dire, c'est qu'elle veut le dominer. non, mais après, Samantha a dominé Tori dans la fin de la saison 3. Oui. Oui, elle l'a battu, mais elle l'a pas dominé, elle l'a pas traumatisé. Tori n'a pas été traumatisée comme Samantha a été traumatisée par Tori. D'ailleurs, Euh, même à un moment, c'est même la mère de Samantha qui a dû arrêter les hostilités, quoi. Elle a dit, elle est venue voir Tori pour lui dire laisse ma fille tranquille. Clairement, Tori savait qu'elle dominait Samantha. Et justement, au bout d'un moment, la mère de Samantha bon, elle a tellement utilisé les bons mots et tout, parce qu'elle se reconnaissait en elle. Tori a dit que bon, franchement, bon, au bout d'un moment, c'est vrai que tu as raison et tout. Tu es l'une des seules qui essaie de me comprendre. Je vais laisser ta fille tranquille, quoi. Je pense pas que Tori considère Samantha comme une rivale vers la fin de la saison 4. Je pense que, Tori a toujours dominé Samantha, hein, dans sa tête. C'est Samantha qui voyait peut-être Tori comme un obstacle à surmonter. non, En tout cas, c'est comme non, ça non. que je vois le truc. Quand je voulais dire dominer, je pense que Tori veut dominer Samantha sur tous les points, en fait. C'est ça que je veux te dire. Je suis pas sûr, je pense pas. Elle a des problèmes plus graves à régler, hein, Tori. Son problème, c'est ses sœurs qu'elle a à nourrir parce qu'elle cumule plusieurs boulots. C'est sa mère qui est droguée ou alcoolique, je sais pas, mais en tout cas, elle s'occupe pas d'elle. Tori, elle, tout ce qu'elle veut, c'est exprimer sa frustration, sa colère de la société qui la néglige parce elle est pauvre, c'est une prolixe. Dédicace au prolo. Mais le truc, c'est que quand t'es pauvre, quand t'as des sœurs à nourrir et quand t'as pas de thunes, t'as des choses plus graves à régler qu'une pseudo-rivalité avec une gosse de riche. La gosse de riche, elle va juste t'énerver parce que elle a des choses facilement que toi, tu n'auras jamais accès. Mais au-delà de ça, tu ne cherches pas à la surpasser sur le plan spirituel ou philosophique. Parce que, de toute façon, en fait, dans la tête de Tori, je pense, Samantha, c'est une privilégiée. Et donc, en tant que privilégiée, elle est plus faible qu'elle. Mais du coup, elle doit rester à sa place. Enfin, là, Non, j'extrapole. je pense que Tori aussi, elle a un complexe, genre, par rapport aux riches et tout ça, Ouais, c'est ça. genre, genre, Non, mais moi, comme j'ai dit tout à l'heure, genre, ce trophée représente, en fait, que elle vaut quelque chose, en fait. Tu Ah, vois je ce que vois je ce veux que dire? tu veux dire. Je vois exactement. Que moi, Ah, Parce que même sans tous tes privilèges, je vais réussir à gagner. Maurice a raison. Maurice a raison. et C'est qu'elle vrai, vaut je quelque vois un peu. chose, tu vois. Oui, Parce oui, je que à vois. la fin, quand elle apprend que Terry Silva a payé pour ça, genre, elle est extrêmement déçue, quoi. Ah, merde, oui, je vois maintenant le truc. Pardon, j'avais pas compris. Maintenant, je vois. Ouais, moi aussi. Maurice a raison, ouais. Hmm. Si, si. Parce que du coup, quelque part, elle est un peu comme Samantha maintenant, parce que on a payé pour qu'elle gagne. Donc finalement, ça devient elle aussi une privilégiée. Oh mon Mhm. Dieu, mais je sais pas si les scénaristes, ils ont pensé ça comme ça, mais c'est brillant. Mais si l'on pensait comme ça, parce qu'elle le dit à Robbie, genre, quand ils sortent ensemble, là. Elle lui dit quoi? Genre, pendant la soirée, genre, elle et Robbie sortent ensemble, après, ils ont une discussion. Elle lui dit que si je gagne ce trophée, ça prouvera que j'ai réussi quelque chose par moi-même. Ah, ok, donc effectivement, ouais. J'avais pas relevé, mais non, c'est intéressant, j'avais pas eu cette lecture-là comme ça. Ok, Mhm. merde. Mais le truc là est bien écrit, du coup, même dans la problématique de lutte des classes, etc., ça a réussi à inverser le truc. Parce que quelque part, même toi, Prolo, qui pensais tout réussir par toi-même, la première victoire que tu as eue, finalement, tu l'as eue parce que tu as été pistonné sans le savoir. Mais c'est du Reverse Uno, ça. C'est du pur Mais, Reverse Uno. mais Aïna, comment tu dis ça? Tu dis ça comme si on n'était pas des prolos aussi, quoi. Toi, le prolo. Non, mais justement, mais je dis ça de manière universelle, mais c'est pour dire comment le truc là. Non, mais c'est brillant! C'est brillant! Je suis désolé. Merde! Vive le prolétariat. Non, mais on est tous des prolos ici. Les prolos, de toute façon, c'est les meilleurs, les riches, c'est des connards.
Mais non, mais c'est super intéressant, c'est bien écrit, hein, quand même. Mais du coup, j'ai encore plus hâte de voir la saison prochaine, la saison 5. Merde. À part ça, bon, vu qu'on a été abandonné, t'as autre chose que tu voudrais développer? Euh, les attentes pour la prochaine saison, je sais pas. On n'a pas parlé de Miguel, hein. Ah, Oui, c'est un handicapé, il sert plus à rien. MDR. Désolé, je fais Non, mais du... moi, ça m'a tellement rendu heureux quand il était revenu dans le tournoi. Mais, en man, plus, il avait grossi, hein. Il avait grossi? ah bon? Je crois que dans la saison 3, il avait Tu m'as grossi. bloqué. Oui, je t'ai bloqué parce que tu n'étais pas professionnel, J. Quand tu as un appel ou autre chose, il faut couper ton micro. Tu es puni. Ah, remets-le. Mais normalement, il devrait pouvoir le remettre lui-même. Mais bon, je le remets. Ouais, mais bon, tu connais Gigi. Oui. Baby Attends. boomer. Vous ne pouvez pas réactiver le micro? Allô, Ah, mais allô, oui, il allô. y a que lui qui pouvait le remettre. Ok. Allô, parce que je me demandais, mais je me demandais qu'est-ce qui se passait depuis. J'étais en train de parler depuis. J'ai dit, mais est-ce qu'il m'écoute même? Après, il dit, ah, non, parce que j'étais en train de, à un moment donné, j'étais complètement parti en couille, là. Ah bah, ça arrive souvent, non? Non, parce que, non, mais là, c'était grave. Sortez les vérités, sortez les vérités. Là, c'était grave. Je voyais quelqu'un qui me racontait, urbanisme de Dieu. Quoi? N'importe quoi. Bon, bref. Ok. N'importe Ouais, on quoi. est un peu hors sujet là. Ouais, on est un peu... Non. Ouais, là, en mais live, en fait. offshore. Ok, Faut bon, essayer bref. d'être professionnel, sinon on dépassera jamais les 1 million. Ouais. On va acheter des bitches. C'est- YouTube Money. Money. Ta, 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 ta. Ah, et non, pourquoi ça existe encore, la YouTube Money? Ouais. Non, maintenant c'est la Twitch Money. La quoi? Twitch Money. Ah, Twitch, ouais. Ok, mais sinon, ouais, tu parlais... tu parlais de quoi déjà? Je sais, Miguel. Ouais, Miguel. Ouais, c'est un handicapé, il sert à rien. Et non, mais ça m'a tellement fait mal quand il a eu son problème là pendant son combat dans la saison 3. Ouais, mais c'est normal. Oui, Non, c'est c'est normal, mais enfin, C'était trop tôt. ouais, bah tu sentais quand même que c'était tôt, mais quand même ça Ah fait oui, mal oui. de voir ça quoi. Mais dans la vraie vie, le genre de blessure, enfin, c'est horrible parce que quand t'as une blessure, quand t'es un athlète, les blessures dans le sport, des fois, c'est irréversible. Et ça, c'est horrible quand même. Déjà, Mhm. rien qu'un truc simple comme juste une blessure au pied, ça peut incapaciter un footballeur à vie. Mais alors, un truc où tu tombes sur le dos, je sais pas si tu t'en remets, hein. C'est horrible quand même cette perspective. Ouais. Ça doit être dur pour un athlète. Non, les athlètes, bon, pour connaître un peu les trucs des certains athlètes dans l'histoire de certains sports comme le basket ou le foot, c'est parfois compliqué. Surtout quand tu as été un super athlète, tu connais l'histoire un peu des mecs un peu à la grande île qui étaient destinés à une grande carrière et il a eu 2 graves blessures là-bas et il n'a jamais été le même joueur après. Hmm. Il n'a jamais été le même joueur après. Je pourrais Ça même arrive parler souvent sur le basket. d'Eric Rose. Genre, ouais, je pensais exactement à lui. Oh. Derrick Rose aussi, c'est la même chose. Il y a même dans le foot aussi, il y a des histoires comme ça, des joueurs qui étaient très bons à un certain âge, mais ils ont une grave blessure et ils n'ont plus été jamais les mêmes joueurs. Merde. Parce que ça arrive beaucoup hein, dans le sport. Il y a des moments donnés quand tu as des graves blessures pour redevenir surtout quand tu étais un gars très talentueux. C'est pour ça que j'ai beaucoup relayé sur la truc de Miguel là, où on t'expliquait que même sans, il a l'état d'esprit d'un champion. Parce que ça renvoie au truc des sportifs là. Ça renvoie au truc des sportifs là. Et c'est représenté, par exemple, quand il est dans le coma, et on voit comment il est en train de se battre contre son ennemi. Il a le mindset déjà d'un champion. Et c'est ça même que Chris veut apprendre à ses élèves. Même si parfois sa méthode est un peu truc. Il veut pas les faire seulement qui gagnent le trophée. Il veut en faire des champions.
Ouais, il veut qu'ils aillent encore plus loin, en fait. S'ils veulent en fait être champions. Parce que être champion, c'est pas forcément parce que tu gagnes un trophée que tu es un champion. Champion, c'est un mindset. C'est un champion. C'est un peu comme quand tu vois, même si je n'aime pas prendre cet exemple, mais il est quand même des Michael Jordan, des Asia Thomas, des Kylian Mbappé. C'est un mindset qu'ils ont. Ouais, bon, Michael, Allez, c'est un autre niveau. Hein. et les Miguel un peu, hein, comme ça. La scène là où il revient là où le Johnny lui dit bon, tu n'es pas encore prêt, calme-toi et autres. Il lui dit que non, je vais lui montrer que tu vois la réaction qu'il a. Ouais. C'est la réaction d'un champion, ça. Hmm. C'est la réaction d'un champion. Et tous les grands sportifs de très très haut niveau ont ce truc-là. Ce truc-là. Le truc que tu vois chez Miguel. Miguel, c'est un champion. Clairement. Voilà, c'est un champion. C'est contesté. C'est pour ça que ça m'a fait mal qu'il ait eu sa blessure et tout. Merde. Mais Je me demande si, enfin, après c'est une série, c'est de la fiction, mais dans la réalité, une blessure comme ça te laisse des séquelles, quoi. Mais bon, c'est dommage de se dire qu'il sera pas au maximum. non, il sera. C'est. Je sais pas C'est- où est-ce qu'il va aller dans la saison 5. Là, il va chercher son père Enfin, ouais, c'est ça. Ouais, son père. et Johnny va l'arrêter. C'est pas un trafiquant ou un truc du genre? Je sais pas. Apparemment, Ah, c'est un criminel. c'est femme et c'est criminel. Voilà. Here we go. Oh my god. Ah, il fallait que je la place. Je suis désolé. Quand j'ai vu cette partie, j'ai dit, oh, forcément. Ici, tu as des problèmes. Tu te plains de cet homme-là. Gigi ne devient jamais célèbre. Tu te plains de cet homme. Attends, elle se plaint de cet homme-là alors qu'elle a fait un gamin avec. Non, mais tu comprends amoureuse. pas. Elle pensait qu'il allait changer, il lui avait fait Non, des promesses. Mais peut-être que quand elle l'a rencontré, il faisait pas encore ces genres de trucs. Non, genre. Non, non, entre nous. Non, Non, mais moi, je suis pas d'accord. non, mais Il aurait dû changer pour sa femme et son enfant. ouais, mais ça c'est les hommes. Qu'est-ce que tu veux? Mais bon, ouais, non, mais du coup, Miguel il prend un bus et il va chercher son père et Johnny dit qu'il va le Comment tu dis rattraper. il prend un bus? Bah, c'est vrai. Non, mais en plus, concrètement, c'est ça qui se passe, en fait. Oui, mais c'est vrai, il prend un bus avec une musique triste et tout. Et Ouais. je sais pas du coup si ça va se passer au Mexique ou en Équateur, pardon. Mais- Mais on va voir, hein. Mais vivement le trailer hein, de la saison 5. Mais attends, mais attends, Miguel, il est équatorien? Je sais pas, moi je suis un raciste, Oui, c'est je ça. sais pas, pour moi c'est un Mexicain. Les Équatoriens, ils le disent dans la série. Ok. Ouais, mais je suis raciste. Je déconne, hein, je suis noir. Aïna, c'est pas parce que t'es noir que tu peux pas être raciste, hein. C'est ce que tu as dit hier, Charles. Je savais que t'allais balancer ça. C'est pas sérieux. Bah, sinon, autre chose de rajouter du coup sur la saison 3 et 4 de Cobra Kai. Je pense qu'on a Moi, Il y a dit. pas, tout va bien. Yes. je pense pas qu'il y a quelque chose à ajouter de plus dans Cobra Kai. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que ça, c'est pas nouveau par rapport un peu à toutes les séries Agenda. Parce que, bon, je dois t'avouer que techniquement, je m'étais arrêté à Mister Robot. Je regardais plus de séries. Depuis Mister Robot, je regardais plus de séries. Hmm. Ça, clairement. Là, c'est depuis Mister Robot. Donc, ça va faire 4 ans que je regardais même plus de séries. Donc, ça m'a fait du bien de pouvoir un peu regarder une série qui a pas d'agenda. Mais alors, pas du tout. Mais, Au-delà de pas d'agenda, ça critique, ça Mais prend le oui. risque de critiquer le sacro-saint, religieux, divin agenda. Ça Non, critique. c'est dans votre tête, là, c'est la théorie des complots, il n'y a pas d'agenda, ok? Non, il n'y a pas d'agenda. Oui, il n'y a absolument pas d'agenda, oui, bien sûr. Mais oui, j'ai adoré dans la saison 4 par contre la partie où Johnny il essaie de recruter une championne féminine et à un moment les meufs elles sont toutes dans le délire LGBT, non-binaire, machin et à un moment il y a une meuf qui lui dit oui mais du coup que pensez-vous du féminisme et autres et Johnny et Miguel il le regarde il se dit oh non il va dire une connerie, il va dire une connerie
Et le gars, il dit, oui, tu sais, dans Cobra Kai, on transcende nos pôles hommes-femmes, on va au-delà de ça, on est dans la fluidité du genre cosmique, machin. Il a sorti un truc, c'était tellement brillant que je pourrais même pas le rejouer ici, mais moi, ça m'a tellement choqué. Jusqu'à... Quand il fait ça, il regarde Miguel pour avoir la validation de ce qu'il vient de dire. Et Miguel, il le regarde, il était traumatisé, man. La meuf, elle le regarde, même elle a été séduite. D'ailleurs, elle a rejoint Cobra Kai après. Mais ensuite, il a choisi Ouais. une autre championne. Là, c'était une métisse, là. Non, mais cet épisode était brillant. Et tu sens en plus que dans cet épisode, les gars ont voulu tellement se moquer du wokisme, se moquer de tout ça, de tout cet agenda-là. Moi, c'est dingue quand même que... Et c'est dingue que ce soit passé, quoi. C'est dingue que... Bon, il y a des critiques de Cobra Kai, il y a des wokistes qui se plaignent un peu sur Twitter, mais ils sont en minorité. Il y a des gens qui se plaignent de Cobra Kai. Quelques-uns, si tu fouilles sur Google et que tu tapes Cobra Kai polémique, il y a quelques gars qui ont essayé de démarrer des cancels et autres, mais ça n'a pas trop pris. Je pense, pour la raison principale, c'est que la série n'est pas encore trop connue et puis en plus, il y a quand même des boucliers dans la série. Il y a deux héroïnes féminines fortes, il y a Tori et Sam, il y a des lesbiennes, il n'y a pas encore de gays que je sache, mais il y a des boucliers. Il y a de la représentation quand même. Il y a des noirs, il y a des asiatiques. Donc tu peux pas critiquer Cobra Kai sur ça, je crois. Enfin, je sais pas, mais peut-être que si la série devient plus connue, et elle le deviendra, peut-être qu'on verra que il y aura des attaques, mais bon, je ne pense pas. Et en tout cas, juste comme tu disais, Maurice, j'espère juste que la série ne sera pas corrompue avec le temps. J'espère que la saison 5, Netflix ne mettra pas trop son influence. Oui, mettez plus de personnages féminins. Deux, c'est pas assez. Mettez-en 3, 4, 5, 6. Oui, vos personnages masculins, ils ont trop un langage pas correct. Faites-les baisser d'un ton. Lui, handicapez-le parce qu'il est trop fort. Lui, faites qu'il perde l'usage de la parole. Je sais pas, trouvez quelque chose. Le traitement un peu à la Disney, quoi. Bref. Handicapé-le. Lui, handicapé-le, il est trop fort. Mais c'est ce qui se passe dans Disney avec Marvel, je suis désolé. Clairement, c'est ça, hein, 2022. C'est pas créer des personnages Il féminins faut forts. que les hommes aient le même temps de parole que les femmes. Oui, même moins, c'est même mieux parce que les femmes ont des choses plus intéressantes à dire. Non, j'espère juste que Cobra Kai sera pas corrompu par ça parce que c'est arrivé. Il y a des séries qui ont été corrompues avec le temps et j'espère que Cobra Kai ne Ouais, va pas. surtout des séries Netflix. Oh là là. Bah, Rick et Morty, ça commence. The Boys, la saison 2, c'était affreux. Ça a été corrompu. La Casa des Papel, comme on en parlait, la saison 3, ça a été corrompu. J'espère Stranger que... Things aussi. De quoi? Stranger Things. Stranger Things. Ouais, je suis d'accord aussi. Stranger Things aussi. La saison 1, c'était pas comme ça. La saison 1, Ouais, c'est pas du tout. Eleven, elle, c'était un personnage intéressant la saison 1, un personnage inspirant qui s'est sacrifié. Saison 2, ça commence à devenir une meuf insupportable. Ses pouvoirs n'ont plus de limite, elle est trop forte. C'est bon, ça suffit. En fait, attendez, parce que moi, je regarde pas les séries Et tu fais et bien. Et tu fais bien. je regarde pas les nouvelles séries. Je suis Moi, complètement je largué sur regarde des tout. trucs. Je suis Netflix, je connais. Tu peux pas me tester sur ça. Donc, Je me déteste à ce point. Donc, je et, connais les séries Netflix, je vois un peu. Et c'est que et ça. je veux savoir un peu, quand vous dites que ça s'est infiltré, quels sont les éléments où tu sais que l'agenda s'est infiltré? C'est subtil. Par exemple, C'est lesquels? subtil. C'est quand les personnages féminins commencent à ne plus avoir aucun défaut que des qualités, quand même les décisions stupides qu'elles prennent amènent à des victoires, quand les personnages masculins commencent à être castrés, émasculés, qui ne peuvent plus s'exprimer, qui n'ont même pas des moments de gloire, mais que, genre, on ne leur accorde aucune... C'est-à-dire que même quand ils veulent bien faire, ils échouent, et d'une manière ridicule. Par exemple, il essaye de défendre la fille qui se fait attaquer par quelqu'un, il trébuche sur une peau de banane, ou un truc, je te dis ça comme ça, hein, mais Oh, je te quand tu me dis... dis ça, ça fait penser à la pire série de Netflix que j'ai vue. Les nouvelles aventures de Sabrina. Ah ça, j'ai pas vu par contre. Ça, j'ai Tu, jamais suivi Sabrina. on dirait que ça a été créé par l'agenda de Netflix.
Ouais, mais Netflix. Et c'est pour ça que je comprends pas comment un truc comme Cobra Kai peut être sur Netflix. C'est complètement le contraire de ce que cette plateforme préconise. Enfin, techniquement, c'est pas né sur Netflix. Ouais, Ça a été racheté par Netflix. c'est pour ça que j'espère juste. Parce que j'ai la peur, je vis dans la peur. S'il vous plaît, Cobra Kai, restez sur votre ligne. Mais peut-être, le seul espoir que je peux avoir pour que Cobra Kai ne soit pas corrompu par Netflix, c'est qu'en fait, il y a quand même un schéma. Les séries Netflix qui sont corrompues par le wokisme et toutes ces conneries-là, c'est au bout d'un moment, quand la série devient populaire, ils commencent à engager des nouveaux scénaristes. Et ces scénaristes sont pas des scénaristes, ce sont des activistes et des parasites. Et c'est là qu'ils commencent à infiltrer leurs idées à la con. Mais le truc, c'est que Cobra Kai a déjà son équipe de scénaristes qui est fixée en fait. C'est pas une série où quand elle va devenir populaire, ils vont engager des nouveaux scénaristes, etc. Non, ils ont déjà leur histoire décrite et du coup les parasites pourront pas s'infiltrer. Et ça donne En fait, envie de voir. tu sais, Netflix est dirigé par deux hommes hétéros blancs, hein. Donc, je pense juste que c'est juste par hypocrisie. Je suis juste les tendances de la société, en fait. Ouais, mais Je on pense va pas que rentrer dans le débat de fond, mais le féminisme est financé par George Soros, qui est aussi un homme hétéro blanc. oui, mais Tout ça, c'est toujours financé par des hommes hétéro blancs. en fait, c'est quand l'équipe Bref, marketing s'infiltre dans la réunion des scénaristes. C'est ça le problème, en fait. c'est clair. Il faut que les scénaristes, ça reste des gens de conviction, des gens de Oui, et que vision, l'équipe des gens marketing, passionnés. exactement, et que l'équipe marketing se charge juste de communiquer la série. Exactement. Qui communique juste, qui s'occupe pas de l'artistique et de la créativité. Hein, Marvel? Exactement. Hein, Sauf que, Kevin Feige? Hein? Oui, c'est toi que je regarde, Kevin. Bref. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur Cobra Kai saison. Voilà, bah allez la regarder. Ça changera votre vie, ça a changé la nôtre.